Hello à tous, c'est Louisa, j'espère que vous allez bien. Vous regardez Meet the Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Aurélien, chargé de gestion RH et recrutement chez Médiamétrie et qui va nous dire quels sont les facteurs à prendre en compte pour bien choisir son stage et son alternance. Bonjour Aurore, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va, je vois que tu es de retour au bureau. Quelle sensation de quitter le télétravail? Ça fait du bien d'être au bureau. Après, je suis contente aussi d'être en télétravail. Je comprends. Alors, Aurore, aujourd'hui, tu le sais, tu vas répondre aux questions des étudiants que nous avons reçus en amont et nous dire, eh bien, comment savoir lors de l'entretien si l'ambiance, les collaborateurs ou encore les managers nous conviennent, à partir de quand réellement il faut commencer à postuler ou à rechercher en tout cas son stage ou son alternance, mais aussi comment vendre son expérience d'alternance de stage auprès d'une entreprise. Mais avant d'entrer dans les détails, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Avant de parler des bons facteurs à regarder pour trouver son stage et son alternance, Aura, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous raconter ton parcours? Avec plaisir. Alors du coup, moi j'ai un parcours universitaire plutôt classique. J'ai commencé avec un DUT GEA, option ressources humaines. Donc moi très vite, je savais que je voulais travailler dans les ressources humaines. Donc ça m'a facilité un petit peu la suite de mon parcours. Premier stage plutôt dans l'administration du personnel. J'ai suivi avec une licence AES, donc administration économique et sociale. Et donc ensuite, j'ai continué avec un master. Donc d'abord un master 1 en gestion des ressources humaines que j'ai effectué à l'Université d'Aix-Marseille. Et j'ai fait avec un stage alterné donc dans une société d'ingénierie où je m'occupais exclusivement du recrutement. Et ma dernière année, je voulais absolument la faire en alternance. Donc, j'ai poursuivi avec un master, donc pareil, en gestion des ressources humaines, mais là, à l'université Panton-Sorbonne. Et je l'ai effectué donc, dans une société de transport. Et pareil, je m'occupais du recrutement. Donc, c'était hyper intéressant. Et j'ai intégré Médiamétrie du coup en septembre 2019 à la fin de mes études. Et aujourd'hui, je m'occupe donc des recrutements des stagiaires et des alternants, mais également de leur intégration, de leur suivi, un petit peu de projet sur la marque employeur. Tu es donc parfaite pour répondre à leurs questions. Et sans transition, on va prendre la première question qui est est-ce plus valorisable d'effectuer une alternance plutôt qu'un stage pour intégrer une entreprise? Quel est ton avis là-dessus? Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre... Et ouais, c'est les aléas du live. De la surprise. Excusez-moi. Donc, je trouve que pour moi, il n'y a pas vraiment de grande différence entre un stage et une alternance. Donc, pour moi, le plus important, c'est vraiment que votre stage de fin d'études ou d'alternance soit en lien avec votre projet professionnel. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça le plus important. Le plus important pour toi, donc, c'est les missions en fait à favoriser plutôt que de savoir vers lequel des deux contrats il faut se pencher. Et Exactement. tu peux nous donner une moyenne, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent et qu'on a reçue d'ailleurs. Quel est en moyenne le nombre de candidatures qu'un recruteur reçoit Alors, pour l'alternance? ça va dépendre beaucoup du poste. Par exemple, nous, dans notre service communication, les postes donc en communication, chargé de com interne, chargé de communication et graphisme, c'est des postes qui sont très prisés. Donc, on peut recevoir jusqu'à 500 candidatures. Après, pour des postes dans les études, donc on va pouvoir recevoir donc entre 50 et 100 candidatures suivant le département dans lequel se trouve le poste. Mais c'est vrai qu'il est possible dans certaines grosses entreprises comme L'Oréal que les chargés de recrutement reçoivent plus de 1000 candidatures. Donc c'est pour ça que peut-être la d'attente est, comme le dit, le délai d'attente un peu plus long. Oui. Est-ce qu'on peut postuler à des offres initialement de stage quand on cherche une alternance? Moi, je déconseille parce que, en fait, les stages et les alternances, enfin, les budgets prévus pour un stage ou une alternance dans une entreprise ne sont pas les mêmes. Dans le sens où, pour un stage, on va prévoir une gratification pour le futur stagiaire, alors que pour une alternance, on doit budgétiser donc le coût de la formation et une rémunération qui est plus élevée généralement en alternance.
Donc, et aussi la petite nuance, c'est qu'en stage, généralement, en tout cas dans notre société, les stages sont prévus pour des projets bien particuliers, alors que les alternances vont être plus longs, donc ça va s'inscrire sur du long terme, les projets vont s'adapter en fonction de l'année. Du coup, postuler alors qu'on recherche un stage à une alternance, ça ne va pas correspondre d'un point de vue budgétaire, mais aussi d'un point de vue des missions, donc je le déconseille. Donc tu déconseilles ne correspond pas à notre recherche initiale. En fait. Oui. Ouais. Comment savoir en entretien si les managers, l'équipe va correspondre aux candidats? Comment on va savoir? C'est un point hyper délicat. Pour autant, il y a quand même des petites pistes qu'on peut sur lesquelles on peut penser. Notamment, ce que je conseille, c'est vraiment aux candidats d'aller en fait sur LinkedIn, de rechercher l'actuel alternant ou l'actuel stagiaire, ou bien de chercher aussi s'il y a des anciens alternants ou stagiaires sur ce poste, de prendre contact avec, de leur poser toutes les questions qui pour eux sont essentielles. Après, ne pas hésiter aussi à aller voir le profil de l'ancien du manager, pardon. Ne pas hésiter aussi lors de l'entretien, en fait, à poser des questions. Souvent, on a peur en entretien de poser des questions parce qu'on pense que c'est c'est le candidat qui est évalué, mais pas du tout. On est évalué autant l'un comme l'autre. Et ne pas hésiter à poser des questions comme qu'est-ce que vous attendez de votre alternant, quels sont les critères de sélection que vous allez privilégier. Ne pas hésiter aussi à demander quel est votre retour d'expérience sur votre actuelle expérience dans l'entreprise. Ne pas hésiter à être curieux et à évaluer du coup les informations que vous avez recueillies et vos attentes. Tu disais, il faut pas hésiter à poser les questions en entretien. De quel entretien tu parles? Parce que si je reprends un process RH, il y a le premier DRH pour le candidat, ensuite il y a un accueil physique, après il rencontre un expert. À partir de quand est-ce que tu recommandes de poser ces questions du style pourquoi vous, est-ce que vous avez choisi cette entreprise, qu'est-ce que vous attendez d'un stagiaire? Pour toi, c'est à quel moment qu'il faut poser ces questions? C'est vraiment à la rencontre avec le joueur. Donc pas en amont lors du premier call. Hein. Ouais, non, pas forcément lors du premier call, plutôt à la rencontre. Et par contre, si vous voulez contacter, si les candidats veulent contacter l'actuel alternant ou l'actuel stagiaire, le faire en amont de l'entretien aussi pour se préparer pour l'entretien. Pareil, on peut demander dès l'entretien physique comment se passe l'intégration des stagiaires? Ah oui, c'est une question. Hein, et en plus, ça vous permet d'évaluer si l'entreprise met en place des événements, des moyens pour favoriser leur intégration. Et alors, une question, peut-être qu'on l'a tous vécu. Au bout de combien de temps est-ce qu'on peut se rétracter si l'alternance ne se passe pas bien? Il y a un délai légal, mais comment ça se... C'est ça, hein? C'est ce que tu disais? Exactement. Donc, il y a d'un point de vue légal, donc comme c'est un contrat, on a forcément une période d'essai. Après, cette période d'essai, elle va varier en fonction du contrat, du type de contrat. Donc, en contrat d'apprentissage, la période d'essai va s'élever à 45 jours. 45 jours uniquement en entreprise. Donc, ce qui peut être assez long parce que souvent, les alternants qui sont en contrat d'apprentissage peuvent avoir des grosses périodes scolaires et un peu moins de formation à la suite de l'année. Donc, la période d'essai peut parfois s'étendre jusqu'à novembre, voire décembre, en fonction de certains rythmes. Donc, ça, c'est bien à prendre en compte. Et par contre, en contrat de professionnalisation, là, c'est vraiment l'inverse, dans le sens où c'est 30 jours, que ce soit en formation ou en entreprise. Donc, imaginons, 30 jours, ça représente un mois. Vous avez donc 3 semaines de cours au début de votre contrat. Et du coup, il ne vous restera plus qu'une semaine pour évaluer si l'entreprise vous intéresse, vous êtes bien ou pas. Donc là, pour le coup, c'est un peu compliqué pour évaluer. Et après, bien évidemment, si vous vous sentez mal dans l'entreprise, vous pouvez tout à fait demander une rupture d'un commun d'accord. Il ne faut pas hésiter parce que le but de votre apprentissage, c'est que vous passez une super expérience. Et si votre expérience, elle est un petit peu... elle commence mal ou que vous ne vous sentez pas bien, parfois, il vaut mieux mettre un terme avant la fin.
Et c'est ce que j'allais te demander. Je prends un scénario, un étudiant, un jeune diplômé est en alternance, ce délai de réactation est passé. Qu'est-ce que toi, tu peux lui conseiller peut-être pour essayer de se recentrer sur les missions, peut-être se rapprocher de son manager ou de ses collaborateurs? Quel conseil est-ce que tu donnerais? Beaucoup communiquer, hein. Le plus important, c'est souvent on a peur d'avouer les choses. Et être mal, ça sera encore pire à la suite. Ça ne fera qu'empirer. Donc, vraiment communiquer et ne pas hésiter à être transparent. Ne pas hésiter à dire, voilà, moi, je me sens pas très bien. Je commence à regarder peut-être dans d'autres entreprises. Et peut-être que le manager, ça peut aussi être un déclic pour lui. Peut-être également, il peut vous aider dans votre recherche. Donc, voilà, être transparent et communiquer. Et en termes de process, on fait quoi? On va d'abord voir le ou la RH et ensuite le manager, ou l'inverse, où il n'y a pas de règle? Ça va peut-être aussi dépendre de comment on se sent, si on est vraiment à l'aise avec notre manager. Donc moi, je privilégierais toujours le manager. Mais si par exemple, il y a un sentiment un peu, voilà, C'est une distance entre les deux peut-être? une distance, peut-être demander donc un RH d'organiser une réunion à plusieurs, ou si vous êtes à l'aise aussi avec un membre de votre école, par exemple un professeur ou un représentant de l'école, ne pas hésiter aussi à en parler. Lui, il pourra établir un contact et vous vous sentirez, enfin, le candidat se sentira beaucoup moins seul, enfin, le collaborateur. Tout à l'heure, je te demandais, lors de l'entretien avec un RH, est-ce que le candidat peut poser la question comment se passe l'intégration des jeunes diplômés? Est-ce que selon toi, on peut se préparer à son intégration en amont? Alors oui, tout à fait. Alors, il y a pareil plusieurs moyens. Vous pouvez notamment vous abonner au page LinkedIn, Instagram. Vous pouvez aussi, ça dépend, Facebook, suivant l'entreprise, pour être au fait. Regardez un petit peu l'actualité. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous familiariser un petit peu avec la culture, relire un petit peu voilà, le site carrière de l'entreprise pour pareil, vous familiariser. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous pouvez également, en fait, si vous savez que vous avez une petite lacune et que vous savez que c'est un point essentiel pour le poste sur Excel, imaginons, vous pouvez en amont regarder des tutos et vous entraîner à la maison pour être plus opérationnel et vous sentir plus à l'aise le jour J. Pour que ça devienne force et lors de l'entretien, si on nous questionne par exemple sur Excel, dire peut-être que j'ai moins de compétences là-dessus, mais en tout cas, regardez, je me suis formée, j'ai fait des tutos. Ça peut être un argument en faveur des jeunes diplômés et des étudiants. Une autre question d'un étudiant, comment optimiser ses chances de trouver un job en alternance? Est-ce que tu as des petits secrets là-dessus? Alors, pour moi, quand on est en recherche d'alternance ou de stage, le plus important, c'est de personnaliser sa candidature. Parfois, je vais recevoir des candidatures très bateau avec je recherche un poste en tant que chef de produit ou dans le marketing. Voilà. Et on n'a pas le sentiment en fait que la personne, elle candidate à notre offre, mais qu'elle candidate à beaucoup d'offres. Donc vraiment, personnaliser votre CV. Aussi, ce que je recommande, c'est de mettre l'offre, de regarder les missions, de regarder comment elles sont hiérarchisées. Donc, souvent, elles sont hiérarchisées par ordre d'importance. De regarder les missions qu'on sait faire, qu'on a déjà fait, et les mettre en lien avec nos compétences. Et de hiérarchiser dans le même ordre, du coup, que les missions, que l'offre d'emploi. Ça permet du coup aux recruteurs d'un premier coup d'œil de repérer des mots-clés, de repérer voilà, que la personne, elle maîtrise les mêmes choses qu'on recherche. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a une réelle hiérarchie dans la liste des missions qu'on trouve sur finalement les jobs qui sont mis en ligne, c'est ça? Ah, tout à fait, parce que forcément, le manager, il va écrire sa fiche par ordre d'importance, les missions les plus importantes. Et donc, voilà, moi, j'invite vraiment, en tant que candidat aussi, à hiérarchiser dans la description de ses missions, de les mettre aussi
là où ils maîtrisent le plus. D'accord. D'un premier coup d'œil, en tant que recruteur, on peut du coup s'apercevoir que ça match. Également, ne pas hésiter à vulgariser un peu ses propos. Parfois, les candidats ont tendance à mettre beaucoup de technicité dans leur mission. Voilà, des termes très techniques, que le filtre se fait par les RH. Et les RH n'ont pas forcément cette technicité et ils vont rechercher des termes peut-être un peu moins à comprendre. Et s'ils n'arrivent pas forcément à comprendre ou mettre en perspective avec l'offre, ils vont se dire peut-être qu'ils ne maîtrisent pas et ça peut passer à la trappe. Donc, ne pas hésiter à vulgariser ses propos. Et après, je dirais que ce qui est important aussi, c'est en termes de lettre de motivation, on voit beaucoup aujourd'hui de copier-coller. De lettre type. C'est ça. Et on le ressent, nous, en tant que RH, que c'est une lettre que les candidats envoient à tout le monde. Et parfois, même, ils oublient de changer le nom de l'entreprise. Donc, on se dit qu'en fait, on est une entreprise parmi tant d'autres. Et alors que un candidat, s'il va candidater, qu'il va rédiger une lettre de motivation, mais de 10 lignes, mais sur ces 10 lignes, il nous explique que c'est nous, que l'émission, ça lui plaît, qu'il sait faire telle chose, que c'est lui. Forcément, c'est sa candidature. Exactement. En fait, ce que tu me dis, c'est qu'il faut se mettre à la place du recruteur. Un candidat qui fait un copier-coller qui se trompe même sur le nom de l'entreprise, c'est déjà peut-être rédhibitoire, surtout si tu reçois 500 CV sur un poste. Et on s'en parlait au téléphone, c'est vrai que sur LinkedIn, aujourd'hui, il y a plein d'exemples de CV qui passent, des CV très originaux, du style une étudiante qui cherchait un travail et qui a pris exemple sur le journal Équipe et qui a refait un petit peu sa vie sur ce journal-là, qui a expliqué ses soft skills, ses hard skills, et elle a complètement cartonné sur LinkedIn. Exactement. Et la personnalisation, aujourd'hui, c'est vraiment la clé pour moi de la réussite de ces recherches. On prend une autre question, Aurore. Lorsque l'on est indécis concernant notre avenir professionnel et que l'on pense à plusieurs pistes, est-ce une bonne idée de faire un stage dans un domaine précis sans savoir si celui-ci nous correspond réellement? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet professionnel est compliqué à définir, surtout qu'il y a une multitude de métiers, un choix de carrière vraiment important. Du coup, le conseil que je pourrais donner aux futurs candidats, c'est de faire des stages. Souvent, les formations proposent des stages facultatifs. Il ne faut pas hésiter vraiment à les faire, ne pas hésiter à faire une année de césure. C'est vraiment hyper important et ça permet vraiment aux candidats, pendant cette année de césure, par exemple, de faire un premier stage dans un domaine, dans un métier et faire le second dans un autre, sans pour autant que ça lui ferme des portes par la suite. Comme je disais un peu plus tôt, vraiment le plus important, c'est la dernière expérience, donc au cours du M2, que ce soit vraiment en lien avec le métier que vous voulez faire. Mais c'est-à-dire votre stage de L3 ou votre stage de M1, s'il n'est pas forcément, s'ils sont différents, c'est pas très grave parce que vous êtes encore dans la recherche de votre projet professionnel. Donc voilà. Et ce qui fait sens à la question d'après qu'on a reçue, comment justifier le choix d'une alternance ou d'un stage de fin d'études dans un domaine qui semble très différent de celui d'une de nos cibles? Là, ça fait un petit peu écho à ce que je disais plus tôt par rapport à la personnalisation. Lorsque vous terminez un stage de fin d'études et une alternance, mais que finalement, vous voulez faire quelque chose de complètement autre, la clé, ça va être de faire une introspection de ce qu'on a appris, des compétences aussi bien techniques que soft skills qu'on a pu développer. Et de les mettre en parallèle avec le futur métier qu'on a choisi. Et pour cela, il faut dans le CV mettre en lumière les points qui peuvent répondre à cette offre, même si initialement notre formation ou notre dernier stage ou expérience n'est pas forcément en lien avec. Donc, capitaliser sur ces missions passées pour les remodeler, les transformer et qu'elles puissent s'appliquer au poste sur lequel on va postuler. Alors, à partir de quand, et ça c'est une vraie question, à partir de quand faut-il postuler, commencer ses recherches de stage et d'alternance? Alors,
je conseillerais de commencer à mettre des alertes au mois de février, mars. Voilà, Donc, tu dis février-mars si jamais ils recherchent pour septembre. Voilà, exactement. Ouais, okay. Si jamais la personne recherche un stage, une alternance, pardon, pour septembre, commencer à regarder au mois de février, mars, voilà, être plutôt une veille active. Et à partir vraiment d'avril, là, être très actif dans sa recherche, regarder chaque jour, regarder sur plusieurs job boards. Après, si c'est pour un stage de césure, par exemple, pour un stage, par exemple, je conseille de commencer à regarder peut-être 2 mois et demi avant. C'est largement suffisant. Et tu disais, il faut se mettre des alertes, c'est ça? Avec des mots-clés sur les métiers qu'on recherche? Exactement. Sur différents job boards aujourd'hui, c'est très facile de mettre des alertes et c'est vraiment... je conseille de l'utiliser. Super. Ils recherchent un stage alternance en septembre, il faut commencer les recherches février-mars, être très actif en avril. Il faut espérer un retour à partir de quand? Alors, c'est vrai que cette année, ça a été un peu, complètement différent des autres années parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Mais il ne faut pas s'étonner si au bout de 3 semaines ou un mois, des fois, vous n'avez pas de retour. C'est pas que votre candidature a été écartée, hein. C'est que parfois les recruteurs attendent un certain nombre de candidatures, font une sélection avec les managers et du coup recontactent les candidats quelques semaines plus tard. Donc ça, il ne faut pas être... Des process, ça peut être... Ouais. Tu recommandes aux candidats d'envoyer un mail là ou au RH pour savoir où en est sa candidature ou pas? Un mail, oui. Oui, c'est un mail après. J'ai senti la précision. Ok. Pour savoir parce que parfois, on a des appels téléphoniques. Voilà. Peut-être plus quand même un mail, c'est plus opportun. Oui. Alors, une autre question. Plutôt choisir une alternance avec une certaine polyvalence ou se spécialiser? Tout va dépendre si votre projet professionnel est défini ou pas. Par exemple, donc je prends mon cas. J'ai su très tôt que je voulais travailler dans les ressources humaines. Donc, forcément, je me suis spécialisée très vite et même dans ma formation, je me suis spécialisée très vite. Après, si la personne, elle est vraiment indécise ou si elle a une idée un petit peu du domaine, mais pas du poste exact, plutôt rester sur la polyvalence et ensuite, lorsqu'une offre vous intéresse, du coup, capitaliser sur ce que la personne a pu développer en compétences et le mettre en avant pour la prochaine offre. Toujours sur les facteurs déterminants pour choisir son stage ou son alternance, une question qui revient vraiment tout le temps, c'est que doit-on prioriser? Le prestige de l'entreprise d'accueil, hein, donc un grand nom, hein, en d'autres mots, ou bien les compétences que l'on sera amené à développer? Alors, moi, j'aurais tendance à choisir les compétences parce que l'évolution personnelle, c'est ce que vous aurez le plus... c'est ce qui est le plus facilement... c'est ce qui va vraiment vous permettre d'accroître votre employabilité, d'accroître votre insertion professionnelle. Parfois, le prestige d'une entreprise, alors c'est sûr que sur un CV, c'est très beau d'avoir une entreprise du CAC 40 ou une grosse entreprise très connue. Mais si à côté, vos missions ont été très spécifiques, peut-être, c'est ça, où il n'y avait pas forcément de prise de liberté, de créativité. Et que vous étiez cantonné à quelques tâches, forcément, ça va vous desservir pour la suite. Donc, il faut plutôt prioriser l'évolution professionnelle, ses missions, capitaliser dessus et se les approprier après, hein, pour dire ce qu'on en a retiré de positif ou de négatif. Et la dernière question qui fait sens avec l'actualité, Aurore, c'est avec la crise actuelle, pouvons-nous nous permettre de réellement choisir notre stage? Et ça, c'est un étudiant qui te pose cette question-là. Alors oui, moi je conseille en effet aux candidats de choisir une alternance ou un stage vraiment qui leur plaît, qui fait sens, parce que si vous acceptez un stage ou une offre pour accepter quelque chose,
vous allez être, vous allez peut-être pas vous épanouir, l'entreprise va pas forcément répondre à vos attentes et au final, ce sera pas forcément une expérience qui va vous faire, qui va être Valorisant. valorisante. Ouais. Alors que, et en plus aujourd'hui, je vois les écoles, elles sont très flexibles. Elles ont vraiment mis en place des moyens pour décaler les périodes de stage, permettre aux élèves de pouvoir s'adapter au marché qui a évolué. Donc pour le coup, ne choisissez pas par défaut. Aurore, quel serait ton mot de la fin pour peut-être encourager ou en tout cas tes conseils à donner aux étudiants, mais aussi aux jeunes diplômés, au regard du contexte actuel entre ceux qui ont perdu leur stage et leur alternance, ceux qui sont en recherche? Quel est ton petit mot de la fin là-dessus? Surtout rester positif, parce que certes, à l'instant T, peut-être que vous n'imaginez pas avoir une alternance ou un stage, mais vraiment les choses évoluent, l'activité reprend, les entreprises recommencent à recruter, donc il ne faut pas hésiter, il faut rester persévérant. Et c'est vrai que je vois tous les jours des messages sur LinkedIn qui dit que après multiples candidatures, ils ont trouvé, et c'est pas des cas isolés. Et je conseille du coup de bien rester persévérant, positif, et que de bonnes choses sont à venir. Donc, positive attitude. Merci beaucoup, Aurore, pour tous tes conseils. Et je précise que chez vous, encore une fois, si vous voulez retrouver plus sur votre orientation professionnelle, des jobs ou des offres d'emploi, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, mais aussi nous suivre sur les réseaux en tapant jobteaser_fr pour Instagram et nous suivre sur notre page YouTube. Aurore, un grand merci à toi pour tes conseils. C'était un plaisir partagé. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live. Salut!